Voilà, je vais avoir l'occasion cet après-midi d'intervenir sur l'algorithme Parcoursup et ce que je vais raconter, questionner surtout le premier exposant. En fait, j'étais très intéressé par votre exposé, merci. Et quand j'écris beaucoup sur Parcoursup les années précédentes, enfin, depuis qu'il existe en tous les cas, et en décrivant le caractère d'amplification des inégalités de Parcoursup. Et j'étais très, très souvent surpris, bon, il y a eu des réponses, évidemment, il y a eu des débats, sur le retour que j'avais en général en me disant, mais non, vous parlez d'idéologie, etc., mais pas du tout, Parcoursup, c'est simplement un mécanisme très efficace. Et donc, il y avait une forme de neutralisation idéologique par son informatisation, justement, que l'informatisation dissimulait tout à fait l'aspect, je dirais, idéologique de Parcoursup. Et j'étais intéressé par ce que vous racontiez, parce que justement, quand on fait un peu la genèse, comme vous l'avez faite de Parcoursup, et qu'on parle de gestion de flux, gestion de risque, quand on base ça sur des statistiques, évidemment, de prédiction d'échecs, etc., en effet, on dissimule tout à fait ce discours idéologique qui pourtant, et c'est ça le paradoxe, est encore plus violent aujourd'hui avec l'efficacité de cet algorithme qui ne fait que de fait renforcer les inégalités d'accès dans les établissements d'enseignement. Donc en fait, il y a une volonté paradoxale de dissimuler tout ça, et j'ai même discuté avec les concepteurs de Parcoursup qui me disent mais non, c'est simplement une procédure efficace qui rend ça plus simple par rapport à ce qu'on faisait auparavant, mais le côté accroissement des inégalités, etc., disparaît du discours. Alors je ne sais pas ce que vous pourriez répondre à ça, mais votre exposé abondait dans ce sens, en voyant les avantages et les critiques de ce discours. Alors, j'avais une première remarque, toujours pareil, sur la première intervention. C'était sur les réactions lors des conseils de classe et sur la sélection BTS, en fait. C'est ça ma première remarque. Sur le côté, on écarte des étudiants, on conseille pas les étudiants d'aller vers du BTS quand ils sont d'origine favorisée, et on les écarte, on dit aller plutôt vers l'université. Et je me demandais aussi, est-ce qu'il n'y a pas deux lectures de cet effet? L'université est le parent pauvre de l'éducation supérieure, on dépense beaucoup moins par étudiant à l'université qu'en BTS, et est-ce que c'est pas aussi une manière de dire, de réserver des dotations publiques plus importantes pour des parcours professionnels? Alors, encore une fois, est-ce que c'est une chose bien ou pas bien? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que dans les critères de justification de fait d'écarter les personnes d'origine plus favorisée, est-ce qu'il n'y a pas derrière cette idée où on conserve les ressources disponibles, petits effectifs, etc., pour les BTS, et on laisse ceux qui ont d'autres ressources, notamment sociales, se débrouiller à l'université? Alors j'ai aussi une autre remarque, toujours c'était sur la remarque lancée comme ça sur c'est pas grave, est-ce que c'est grave d'avoir de cesser un an de plus pour choisir? Alors, j'ai juste une réaction. Effectivement, c'est un débat, c'est peut-être pas un débat économique, c'est peut-être plus un débat sur des principes généraux. Mais j'ai l'impression que cette question-là, je voulais avoir votre opinion là-dessus, elle peut se traiter comme vous la traitez. Elle peut aussi, comme vous le laissez suggérer que c'est pas grave. On peut aussi se poser la question de, finalement, quand on est un bon élève et qu'on a fait Polytechnique et qu'on décide de continuer à Sciences Po, parce que finalement, voilà, c'est ça, on se cherche. Hein. Est-ce qu'on peut aussi aller l'année après? Ouais, peut-être, mais ça pose peut-être de manière plus aiguë encore dans ce cadre-là, mais le coût de ces formations, voilà. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus, et comment vous mettez ça en regard avec ce que vous évoquiez sur l'échec l'échec ou les redoublements à l'université. Non, ce premier exposé, justement, j'ai pas de questions. J'ai pas posé de questions. Je voulais dire pourquoi je poserais pas de questions. Parce que oui, je parle de l'ancien monde et même du siècle dernier, à partir d'une position qui est ce secrétaire général de 4 établissements très différents. Et je pourrais vous raconter comment... je pourrais raconter des anecdotes intéressantes pendant 3 quarts d'heure, mais comme c'est pas le sujet, je voudrais simplement que entre la loi Edgar Faure de 69 et le plan Université 2000, on fait que gérer des stocks d'étudiants, et la réponse de l'État, c'est des bâtiments, puis des bibliothèques, etc. Le consensus a failli être brisé par ça, c'est un lien biographique. Un ancien élève de Saint-Cloud propose d'entrer la sélection. C'est Alain Desbaquets en 86, et mes étudiants de Villetaneuse l'empêchent. Donc il y a eu un retour. Mais ma question sera sur les femmes.
Moi, j'avais une question un petit peu sur le vocabulaire utilisé, qui est quand même assez orienté, de parler, disons. Alors, j'ai noté ça. Oui, c'est personnel à risque, pas attendu, surveillance, déviant, criminalisation. Donc, ça oriente la perspective de façon très très forte. C'est un vocabulaire, j'ai l'impression qui vient de Foucault, enfin, disons sur les questions de surveillance et de criminalité. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a des biais sociaux, c'est vrai qu'il y a une tentation à la gestion comptable de la part de l'État, mais en même temps, en tant qu'enseignant dans une université, on rencontre des cas d'étudiants qui viennent, disons, d'un bac professionnel, qui sont dans la filière de mathématiques fondamentales, qui ont 2,5 de moyenne, parce qu'ils ont été refusés dans une filière qui est où il y a un numerus clausus, donc on ne les a pas acceptés, alors qu'il n'y a pas de numerus clausus en mathématiques. Et voilà, c'est à ça qu'on a à faire face. Et clairement, je pense que eux, même pour eux, disons, il y a un coût pour la licence, parce il y a une personne qui est là, sur laquelle on passe du temps, et qui ralentit un peu le groupe, mais même pour la personne en question, c'est une année de souffrance, en fait, d'avoir 2,5 de moyenne. Et donc, j'ai l'impression qu'en utilisant ce vocabulaire qui est vraiment très orienté, on ne traduit pas ça non plus. Donc, est-ce que ça ne serait pas plus sain de revenir à une description un petit peu plus objective et utiliser des mots un petit peu plus communs pour intégrer les deux points de vue et ensuite en débattre? Et ça, je suis d'accord qu'il y a un débat, mais j'ai l'impression qu'en utilisant, disons, cette approche qui vient un petit peu du régime de surveillance de population, alors effectivement à risque, on oriente vers quelque chose où il n'y a plus de débat, en fait. Donc voilà, c'était ma question. Je vais prendre les questions à l'envers. Effectivement, alors pourquoi ce vocabulaire? C'est pas de la provocation, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée d'essayer de penser des choses. Alors effectivement, qui nous touchent. Moi, qui me touche aussi à titre personnel et professionnel. J'enseigne à l'université de Nantes, donc je suis confrontée à ces situations-là. Après, si on veut poser un regard objectif, à mon sens, sur ces situations, on est obligé de rompre avec le sens commun. Et donc, le recours à ce vocabulaire-là, alors, c'est pas tant le vocabulaire que la grille analytique, en fait, que j'emprunte effectivement, à Robert Castel ici, permet de voir les choses autrement, c'est-à-dire de ne pas succomber effectivement à une vision peut-être trop individualiste, trop psychologisante des situations, parce que vous avez évoqué l'idée de souffrance. C'est pas du tout objectif, la souffrance. Donc voilà. Et là, vous raisonnez sur un individu. L'idée, c'était vraiment d'avoir une approche beaucoup plus globale, en fait, et de voir comment est-ce que on peut penser le principe qui est visé par cette nouvelle façon de gérer les orientations et les affectations. Alors avec un vocabulaire, je suis d'accord, qui est fort, mais qui se veut en tout cas assez neutre dans une certaine mesure, en tout cas qui ne porte pas, qui ne vise pas à juger les situations individuelles, parce que je pense que là, si on commence à raisonner de manière, et en tout cas, et puis c'est pas le travail du sociologue, en tout cas de raisonner de manière individu par individu, mais plutôt de montrer les régularités sociales. Parce qu'en montrant les régularités sociales, on se rend compte que finalement, il y a des choses qui dépassent les individus, et donc c'est intéressant de s'interroger sur ces mécanismes globaux. Ça ne règle pas, je suis d'accord, la question de situation personnelle, individuelle, où des étudiants sont en difficulté, où des étudiants sont en souffrance, etc. C'est juste d'essayer de dire, prenons un peu de distance, et comment est-ce qu'on peut essayer d'analyser les choses autrement, sans être pris par nos affects, par nos difficultés professionnelles, etc. Donc c'est vraiment l'objectif, en fait, de travailler les choses comme ça. C'est vraiment d'inviter à la rupture scientifique
Voilà, avec le sens commun, même si après, effectivement, ça ne règle pas les choses, mais peut-être juste pour par rapport à ça et faire un lien avec l'autre question, la question de effectivement est-ce que c'est grave ou pas grave de laisser les étudiants prendre le temps, etc. Là aussi, moi, je porte pas un jugement de valeur sur là-dessus. Je pose la question, c'est-à-dire comment se fait-il que un échec, ou un abandon à la fin d'une première année de classe préparatoire aux grandes écoles ne soit pas envisagé de la même manière qu'un abandon à la fin d'une première année d'université. Alors qu'en classe préparatoire aux grandes écoles, filière littéraire, on a 50% qui abandonnent pour aller à l'université. Alors, on me dit à chaque fois, oui, mais c'est pas pareil. Pourquoi ? Il y a eu pendant longtemps un système particulier de recrutement des professeurs d'école normale et qui socialement était acceptable d'ailleurs puisqu'ils provenaient des... il y avait 2 écoles qui s'appelaient l'école normale supérieure de Saint-Cloud et l'école normale supérieure de Fontenay qui, jusqu'à la massification, étaient socialement progressistes. Et pendant des dizaines d'années, dans les mêmes classes préparatoires, des jeunes filles et des jeunes gens préparaient un concours qui était identique, mais qui se passait dans des lieux différents et qui les affectait selon leur sexe, leur genre. Ou à Fontenay, c'était des filles, ou à Saint-Cloud, c'était des garçons. J'ai vécu l'expérience traumatisante du premier concours Géminé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les réponses au lieu d'avoir des réponses séparées aux mêmes épreuves, être répartis, on a décidé qu'ils pourraient aller dans les 2 écoles et passeraient le même concours exactement. L'expérience traumatisante, c'est qu'il y avait 6 sections dans les 2 concours pour arriver à 6 sections principales dans les écoles. Au passage, incident du point de vue gestionnaire, 450 filles 450 dans une école, 450 garçons dans l'autre. Le budget nourriture de Fontenay était la moitié de celui de Saint-Cloud. Et les filles de Fontenay se contentaient d'un tout petit cagibi individuel, alors que les garçons préféraient être à 2 dans une pièce. Donc, au résultat de ce premier concours commun, section maths ou philosophie, il n'y avait pratiquement pas de filles reçues. Section physique-chimie ou section histoire-géographie, il y avait à peu près autant de garçons que de filles. Et section sciences expérimentales, enfin sciences et vie de la Terre, et lettres, où les lettres modernes sont toujours plus importantes à Saint-Cloud-Fontenay, il n'y avait pratiquement pas de garçons. Et je ne sais pas ce qui est passé par la suite, mais bon, là, vous avez des gens qui préparent ensemble, qui ont le même niveau intellectuel, et qui vont, en partie, surtout les scientifiques à cette époque-là, vont tous devenir universitaires. Alors, j'ai vécu dans les UFM après cette division. Bon, quand on demande, par exemple, pour le premier degré, quand on demande professeur des écoles, traditionnellement, on dit il faut être fort en français et en maths, et comme d'habitude, c'est toujours des élèves de sciences expérimentales qui réussissent le mieux. Et quand on est à Orléans, bien sûr, les géologues préfèrent aller au BRGM et les femmes font prof d'école ou prof de SVT. Vous avez parlé de la parité comme levier comment ça s'appelle les mesures les quotas, voilà, les quotas pour augmenter la parité. Quels sont les autres leviers qu'on peut utiliser? Vous n'avez pas du tout parlé, par exemple, de la mise en place de crèches dans l'université, enfin voilà, des compensations financières, enfin je sais pas, des choses comme ça. Moi, j'avais donc une remarque et une question. Donc la remarque, c'était vous avez parlé de la mobilité nationale et internationale en disant que ça pouvait être un effet qui est pénalisant pour les femmes. Et je pense qu'il faut insister aussi sur le fait que c'est pénalisant aussi pour les hommes qui respectent la carrière de leur conjointe. C'est-à-dire que, enfin, ou leur conjoint ou leur conjointe d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un double effet pénalisant. Ça pénalise directement les femmes et indirectement. Et je pense que c'est important de montrer que finalement tout le monde a y gagné, les hommes et les femmes, à repenser les critères qui font qu'on va dire qu'une carrière est réussie et efficace. Et sinon, le deuxième point, c'était sur les comités de sélection, donc l'importance de la parité, au minimum d'avoir 40% de femmes dans les comités. Bon, il y a un point sur lequel je crois que c'est fondamental, c'est que quand il y a des comités qui sont presque exclusivement masculins,
il y a des fois des petites remarques totalement déplacées qui n'ont pas lieu s'il y a un certain nombre de femmes qui sont présentes. Donc rien que le fait d'être présente, voilà, deux au moins, c'est vrai, parce qu'une toute seule, ça ne suffit pas. Voilà, je suis tout à fait d'accord, c'est mon expérience. Voilà, donc ça c'est important, mais c'est vrai que ça ne suffit pas pour que ces comités sélectionnent à parité des femmes et des hommes. Et là, je crois que ce qui est fondamental, c'est la formation des membres des comités, parce qu'ils sont tous traversés par tout un tas de stéréotypes, d'idées préconçues, qui font qu'il faut... bien souvent, c'est complètement inconscient, le fait qu'ils ne recrutent pas des femmes. Et je crois que cet aspect formation est vraiment important. Et juste, donc je peux me permettre, puisque j'ai le micro, sur la première présentation aussi, je crois que vous avez insisté sur le fait que les enseignants du secondaire jouent un rôle qui peut être très, très discriminant au niveau social pour que les lycéens se projettent ensuite sur des carrières qui ne sont pas celles de leur milieu social. Et donc là, est-ce qu'on forme les professeurs à comprendre quels sont leurs biais, leurs stéréotypes, et comprendre comment ils fonctionnent sans s'en rendre compte, parce que je pense qu'aucun enseignant va vous dire qu'il va vouloir pénaliser les enfants de milieux sociaux défavorisés. Et ça, c'est une question de formation, à mon avis, en amont des enseignants, qui est peut-être aussi importante d'ailleurs que les travers de Parcoursup. Enfin bon, ça, je ne sais pas. C'était juste une question en fait c'était un peu évoqué ici sur la mobilité liée à la progression de carrière et sur l'aspect conjoint. Moi, j'ai en tête que les docteurs sont beaucoup plus souvent avec des docteurs. Je crois que c'est 30 fois plus que pris au hasard dans la population. Donc, il y a une forte homogamie qui doit aussi se retrouver, je pense, au niveau des carrières universitaires. Et je me demandais, dans la série des dispositifs qui avaient été envisagés, qui étaient envisagés par le groupe de travail auquel vous avez participé, il pourrait y avoir l'idée, je ne sais pas si elle a été évoquée ou pas, de développer les carrières en interne. On insiste beaucoup sur la mobilité, mais est-ce que c'est quelque chose qui est évoqué? Et dans ce cas-là, ça renvoie aussi à des débats qu'il y a au sein de la discipline. Donc un autre critère qui irait en contradiction avec ça, qui est la perspective de localisme. Réserver, par exemple, une partie des postes en local à des femmes, ça permet d'augmenter le pool de professeurs femmes, mais ça peut y avoir aussi ce biais-là qui est quelque chose auquel la discipline, en tout cas certaines disciplines, sont très attentifs. Est-ce que vous avez réfléchi à ces questions-là? Je ne suis pas spécialiste de socio-histoire, donc je vais pas... mais je pense que ce que vous avez évoqué est aussi intéressant dans le sens où, tout comme parité, égalité, dans le débat public, semblent des quasi-équivalents, alors qu'en fait, ils portent des sens très différents. C'est-à-dire que maintenant, on emploie dans le débat politique parité comme égalité. Or, ça ne veut pas dire la même chose. On peut avoir parfois la même tentation avec mixité et égalité. Et à mon sens, tout comme parité est un outil pour atteindre l'égalité, la mixité peut, pas toujours, mais peut être aussi un outil pour atteindre l'égalité. Et il me semble que c'est vrai qu'il faut faire attention à réfléchir à ça. Mais le danger, je pense qu'il faudrait faire une enquête auprès de ces hommes et de ces femmes qui étaient là au moment de ce concours pour voir qu'est-ce qui explique aussi les taux de réussite. Je pense que et moi qui travaille sur les Outre-mer, je peux vous dire que ça serait aussi très intéressant de réfléchir sur le fonctionnement du monde académique dans le lien entre la métropole et les Outre-mer, parce que c'est exactement la même chose pour les ultramarins en termes de... Vous décidez de muter et vous allez dans une université ultramarine, votre carrière va pas être la même. Votre carrière, clairement, va pas être la même. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a à réfléchir. Je vais pas donner de réponse parce que ce sont des réponses qui sont presque plus politiques que sociologiques. Après, pour moi, j'ai des réponses à titre individuel et il me semble que notre rôle en tant que sociologue, c'est d'essayer d'éclairer les débats, mais on voit que, pour moi, ça revient à ce que je disais sur est-ce qu'on parle d'une parité dans la constitution des espaces de pouvoir ou une parité qui fabrique, en fait, le corps effectivement, qui est donc le résultat du recrutement, et c'est déjà plus la même chose. Et même aux États-Unis ou dans d'autres endroits où on a pratiqué les quotas, on est plutôt revenu en arrière sur ce type de pratique. Mais donc voilà, ça pose de nombreuses questions sur et la parité. Pour répondre, ça me fait un lien avec la parité comme levier. Est-ce qu'il y a d'autres leviers? Oui, j'ai insisté sur la question du recrutement parce que c'était le thème, mais dans l'article, j'insiste beaucoup plus sur la question de ce qu'on appelle l'articulation des temps de vie, que je n'appelle pas conciliation parce que
essayer de concilier, c'est comme courir après quelque chose qui n'est pas possible, mais on essaye de faire ce qu'on peut avec le temps qu'on a. Donc, comment est-ce que les politiques d'articulation des temps de vie, bien sûr, les crèches, mais il n'y a pas que ça aussi. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses sur l'utilisation des réseaux sociaux professionnels, des boîtes mail, etc., qui sont parfois demandées par certaines collègues sur le fait que les réunions se font par mail, y compris le week-end, etc. Je pense que c'est des règles de vie collective. Et moi, effectivement, les institutions, elles ont leur rôle, on va dire. C'est la même chose sur la question du harcèlement. On peut attendre qu'une direction d'établissement mette en place une crèche ou mette en place un dispositif de veille contre le harcèlement. C'est très bien, il faut le réclamer. Mais je pense qu'il faut aussi se poser la question de soi, à son échelle aussi, collectivement, enfin soit pas que tout seul, mais collectivement dans notre équipe de travail, qu'est-ce qu'on peut changer en fait? Parce que il me semble que c'est dans l'ensemble des niveaux en fait qu'on va faire transformer. En fait, le rapport de force, il change aussi parce que dans les équipes, il y a des choses qui peuvent plus être dites. C'est ça le levier de la parité, c'est ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire à partir du moment où on est deux, les collègues ne peuvent pas dire et peuvent pas utiliser les mêmes catégories qui pourraient être dites en l'absence de femmes, voilà, quand ça a lieu. Mais voilà, ça change progressivement en fait. C'est-à-dire qu'on se dit bah oui, en fait, on a fonctionné différemment, mais ça s'est très bien passé. On est content du résultat de cette sélection, en fait. Vous voyez, on n'a pas utilisé exactement les mêmes catégories, mais en fait, en bout de course, on est tous d'accord. Il n'y a pas eu un conflit particulier. Juste, on transforme notre manière de penser les interactions lors les questions qu'on pose. Je pense, par exemple, les maternités. Au moment des comités de sélection. Alors après, d'une discipline à l'autre, c'est pas la même chose. Je parle depuis la sociologie, mais moi, j'ai connu, quand j'ai été recrutée, on posait encore beaucoup les questions sur est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous projetez d'avoir des enfants? Or, ce sont des questions qui sont discriminatoires. Je n'en vois plus dans les comités de sélection en sociologie, peut-être. Enfin, je n'assiste pas à tous les comités de sélection, mais voilà, il y a un certain nombre de pratiques qui ont changé. Et sur l'exigence de la mobilité, je suis d'accord avec vous, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Mais un homme, je me permet juste ça a été prouvé depuis longtemps par des sociologues, même d'un point de vue statistique. Un homme qui a une conjointe et des enfants a un bénéfice pour sa carrière. Une femme qui a un conjoint et des enfants n'a pas de bénéfice, au contraire, pour sa carrière. C'est-à-dire que pour un homme, dire dans une réunion de recherche bon, est-ce qu'on peut terminer à un horaire raisonnable, je vais chercher mes enfants, c'est extraordinaire. À quelle heure? Voilà. En tout cas, il a plus de chances, peut-être, ça dépend des milieux, mais il a plus de chances que ce soit perçu positivement qu'une femme, en fait. Voilà. Et sur le localisme, oui, je suis pas sûre de l'intérêt de réserver le localisme aux femmes, en fait. Parce qu'en fait, si l'objectif, c'est de préserver les carrières des femmes en général, on peut supposer que les femmes de vos collègues masculins ont aussi besoin d'avoir une carrière protégée. Pas que, voilà, je pense que... Mais en tout cas, l'exigence de la mobilité comme un facteur de performance, moi je pense qu'elle est vraiment à remettre en cause parce qu'elle produit des effets du point de vue du genre mais aussi des effets sociaux. Je veux dire, moi je le vois non pas par rapport aux collègues mais par rapport à nos étudiants en master ou en doctorat et on voit bien que les plus faiblement dotés ce sont ceux qui ont le moins de mobilité. Donc vous pouvez dire ce serait extraordinaire d'aller faire un stage dans un laboratoire au niveau international mais faut-il pouvoir en avoir les ressources.